Les Voix de la photo, c'est le podcast qui donne la parole aux acteurs du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, la réussite, parfois leur revers, et nous glisser quelques conseils en chemin. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voix de la photo. Donc aujourd'hui, je suis avec Judith Peira. Bonjour Judith. Bonjour Marine. Tu fais partie du collectif Savage, tout comme Audrey Bazin et Mathieu Foss, que j'ai pu interviewer dans l'épisode 54 et 39. Et tu es avec Valérie Fougerolles et Nathalie Amaï. Tout à fait. Et tu es la directrice de la galerie d'art contemporain Baudouin-Le-Bon. Oui. Pour commencer notre entretien, pourrais-tu te présenter avec tes mots ? Alors, je m'appelle Judith, j'ai 40 ans. Comment je suis arrivée dans le monde de la photo ? On va dire que j'ai une éducation plutôt bourgeoise, où ma mère me traînait déjà dans les galeries, les musées. Donc j'ai toujours eu pas mal d'intérêt pour ça. Une fois que j'ai eu mon bac en poche, tout le monde s'attendait à ce que je fasse des études d'économie, ce que je trouvais vraiment chiant. Et complètement par hasard, je me suis inscrite en art plastique. J'avais déjà manipulé un appareil photo, j'avais déjà essayé de faire des photos. Je me disais que c'est pas quelque chose qui me convenait, et donc j'ai fait mes études d'art plastique en me demandant un peu où ça allait me mener. Et très vite, je me suis rendu compte que ce que je trouvais bien et agréable, et ce qui me plaisait, c'était de présenter les œuvres de mes camarades de classe. Art plastique, pardon, c'était général, Beaux-Arts ? À la Sorbonne, Paris 1, Saint-Charles. Donc voilà, et très vite je me suis amusée où j'avais pas de pratique artistique propre. J'ai essayé la photographie, la peinture, enfin on est amené à essayer toutes sortes de médiums différents. C'est vrai que j'avais une préférence pour la photographie, mais très vite je me suis rendu compte que ce qui me plaisait, c'était de travailler avec les autres, de mettre en scène les œuvres les unes par rapport aux autres, et donc j'ai assez vite orienté mes choix par rapport à ça. Et du coup, j'ai fait une maîtrise avec un thème de mémoire qui s'appelait « Regarder à travers », qui, je pense, correspond assez bien à cette idée, du coup, de notion de l'image. Le sous-titre, c'était « L'évolution de l'image entre le XXe et XXIe siècle », à travers les spectateurs, la photographie et les médiums. Un petit peu philosophique, alors c'était... Oui, c'était un grand reproche qu'on m'a fait à l'époque, c'est que j'ai plus fait un mémoire de sciences humaines, mais ce que je défends encore, et je trouve qu'on fait pas de l'art dans le vent, entre guillemets, et pour ne citer que lui, comme disait Walter Benjamin, il y avait toujours le Inc et le Nunc, le ici et maintenant, que je trouve primordial, et du coup, on fait l'art représente souvent et souvent le reflet de la société actuelle. Donc pour moi, ça n'avait pas de sens de retirer l'art de la sociologie, de l'anthropologie, tout ça étant lié. Et j'avais fait quand même une formation d'économie économie sociale. Du coup, la sociologie, pour moi, était vraiment importante. Et du coup, à la fin de cette maîtrise, tu savais un petit peu si tu voulais... Ah non, j'en avais aucune idée. Du coup, j'ai travaillé dans une agence de publicité comme DA Junior pendant 1 an, ce qui a été une bonne et mauvaise expérience. C'est-à-dire que je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait un côté créatif au quotidien qui me plaisait, de travailler avec des gens créatifs en tout cas, et d'être un petit peu au milieu entre la production, les créas, de faire le lien. Ça, c'est quelque chose qui me plaisait énormément, mais après, toutes les contraintes d'une agence de publicité me convenaient pas du tout. C'était une horreur absolue, et du coup, au bout d'1 an, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Du coup, j'ai pris un billet simple pour New York, en me disant que, à défaut de savoir ce que je voulais faire dans la vie, j'apprendrais l'anglais. Donc, du coup, me voilà partie à New York. J'ai toqué à plusieurs portes, et je suis arrivée au Dembo Art Center. J'aurais proposé de travailler gratuitement. Enfin, ce que je proposais quand je suis arrivée à New York, je me suis dit, voilà, je propose à des différentes personnes de travailler gratuitement. Je suis pas complètement stupide. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Du coup, je suis arrivée au DAC, Dembo Art Center, qui était à Brooklyn. Et je me souviendrai toujours de la première rencontre avec la directrice qui m'a demandé si j'étais artiste.
Et je lui ai dit non, pas du tout. Elle m'a dit bon bah très bien, dans ce cas tu peux venir travailler chez nous. Elle m'a dit voilà, pour moi en tout cas, et je pense que c'est assez juste, quand on travaille en galerie, il y a une chose importante, c'est de savoir de quel côté on se situe de la barrière. Donc je voulais pas du tout être photographe ou quoi que ce soit, et j'ai démarré dans ce centre qui exposait des artistes locaux, qui avait pas mal de fonds, de fondations new-yorkaises aux alentours. Et là, j'ai découvert vraiment un petit peu mon métier d'aujourd'hui, donc les liens avec les visiteurs, les clients, les institutions et les artistes. Et pourquoi New York ? Alors c'était vraiment juste de la facilité, j'avais de la famille là-bas, ma tante vivait là-bas, ce qui m'a permis d'avoir un pied-à-terre en arrivant. Et j'avais déjà un niveau pas trop mauvais d'anglais, donc c'était vraiment une solution de facilité. Et, voilà, on pouvait travailler comme serveur, barman le soir en plus de son travail, donc on avait très vite des sous et ça permettait la journée de faire des stages et d'apprendre. Et tu voulais rester, comment se sont passées les premières années, les mois, les années, et qu'est-ce que tu as retenu un peu de cette expérience à New York ? Alors je suis restée 1 an. Ils m'ont même proposé à l'époque de s'occuper de mes papiers. J'ai adoré cette expérience, sauf que je me voyais pas continuer ma vie au jour le jour dans cette ville. C'est une ville qui va très vite, c'est une ville qui donne et prend énormément d'énergie, et c'est vrai qu'au bout d'1 an, je me suis dit non, en fait, je veux rentrer en France et essayer de travailler dans la culture en France. Donc tu as cherché un lieu un peu comme le centre où tu avais été. Oui, tout à fait. Sauf que à l'époque, il y avait vraiment pas grand-chose, ou 2 ou 3 petites structures. Donc je suis rentrée à Paris, ça a été un peu la déconvenue. J'ai pas mal travaillé dans des restaurants et des bars, du coup. Je pense que beaucoup de gens dans la culture passent par la case de tous ces petits boulots, mais qui m'ont quand même appris aussi des choses. Et après, je suis partie du coup en tour du monde à nouveau pendant 2 ans, avant vraiment de revenir à Paris et de me poser pour de bon entre guillemets, et là de me dire bon voilà, maintenant on va reprendre un peu les choses en main. Je veux travailler, c'est sûr, je veux travailler dans des galeries. J'avais ciblé les galeries pour lesquelles je voulais travailler, etc. Et voilà, première expérience, c'était à la Galerie du Bois, à côté de l'actuel musée Picasso. Et donc c'était très enrichissant. On m'a donné ma chance. Ça s'est pas forcément toujours très 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 bien fini, malheureusement. De là, je me suis dit en fait, mon métier me plaît, l'art me plaît, mais c'est vrai qu'il y avait toujours ce lien avec la photographie qui me manquait. Donc je me souviens de me dire voilà, en fait la galerie Baudouin-Le-Bon correspond assez bien à ce que je recherche. Il y a beaucoup de sculptures, beaucoup de photographes, et c'est une galerie qui défend la photographie esthétique, ce qui me plaît énormément. Pendant mes études, j'avais lu ce livre de Dominique Baquet sur la photographie plasticienne, que j'avais trouvé vraiment extraordinaire, et je m'étais dit c'est vraiment ça ce que j'ai envie de défendre au quotidien. Et donc voilà, du coup, j'ai été harcelée Baudouin le soir à 19h pour lui dire je cherche un boulot. Je pense qu'au début, il a cru que c'était un peu une blague, et au bout de 2-3 fois, il m'a dit bon envoie-moi ton CV, et voilà. Quelques années plus tard. Tu es entrée chez Baudouin-Le-Bon en tant que stagiaire, c'est ça ? Non, en tant qu'assistante de galerie. Quelqu'un partait en fait à ce moment-là, donc ça s'est plutôt bien goupillé, j'ai eu de la chance. Ce qu'il pensait pas recruter, je pense, la première fois que je l'ai vu, et je crois que quelques semaines après, la personne lui a dit qui était en poste partait, et du coup il m'a laissé ma chance. Et quelles sont les évolutions que tu as pu voir dans cette galerie depuis tes débuts, et dans le paysage du coup des galeries, quelles sont les évolutions que tu as pu voir Alors, je trouve que l'évolution, c'est un peu la même que pour tous les supermarchés, etc. C'est-à-dire que je trouve que depuis une quinzaine d'années, il y a les gros mastodontes, entre guillemets, qui se séparent vraiment du lot, et il y a tous
mélange de galeries moyennes entre guillemets qui se différencient. Après, je fais partie de ces gens qui ont quand même l'espoir de me dire que on rentre pas à la galerie Baudouin-Le-Bon comme on rentre à la galerie Perrotin. Baudouin m'a toujours dit, moi, les gens quand ils repartent de chez moi, je veux qu'ils disent à leurs amis qu'ils ont acheté tel artiste et pas qu'ils aient acheté une œuvre de la galerie. Et ce que je trouve vraiment primordial, je pense que ça fait partie des choses que Baudouin me transmet au quotidien, de défendre vraiment avant tout nos artistes. Et est-ce que tu as vu des évolutions aussi au niveau du marché, au niveau des collectionneurs ? Oui, forcément. Je pense qu'il y a un moment où la photographie a commencé à exploser il y a une dizaine d'années. Je pense qu'on s'y intéressait vraiment beaucoup moins en termes marchands. Et je pense que je vois aussi depuis 2 ans la catastrophe et la chute de prix de certaines photographies. Je pense que tout le marché du 19e et classique s'effondre énormément. Après, je pense que c'est des effets de mode, en tout cas je l'espère, et que c'est des choses qui vont revenir, parce que je pense les gens s'intéressent pas toujours de la même manière à leur histoire, et je pense qu'aujourd'hui c'est des choses qui leur parlent moins. Après, moi je pense que c'est des choses vraiment qui me passionnent, et j'ai eu beaucoup de moments, en tout cas, d'émotions face à des photos du 19e siècle, ou même jusqu'à 1950. Même si au jour le jour, c'est plus une photographie plasticienne qui va me parler. C'est vrai que quand on a ça entre les mains, je pense au livre, par exemple, le livre de Brassailles et de Picasso. Alors, j'ai un trou sur le titre du livre, ou les jeux de la poupée de belle-mère. La première fois que j'ai eu ça dans les mains, je m'en souviens encore aujourd'hui, j'ai une émotion immense de regarder ça avec mes petits gants, et j'avais l'impression de bouger des pages de l'histoire, et d'avoir ce contact physique change vraiment quelque chose. Et quelles sont les difficultés que tu peux voir dans ton métier de galeriste ? Qu'est-ce qui est du coup, en faisant un pas de côté, effectivement, les 2 dernières années ont été très compliquées, mais on peut espérer que ce n'est qu'un épiphénomène sur les années. Quels sont toi les sujets qui sont vraiment les difficultés que tu vois, que tu as vues et les difficultés, c'est déjà d'arriver à rentrer dans des galeries. Je sais que quand j'ai passé des entretiens, etc., on me demandait beaucoup d'où je venais. J'ai pas des parents collectionneurs, mes parents ne travaillent pas dans des grands musées, même si c'est des domaines qu'ils ont un petit peu fréquentés. C'est quand même un milieu où les portes sont assez fermées. Je pense que d'être une femme aussi, c'est pas forcément évident. Pourquoi tu penses que c'est pas facile ? Alors, je pense que quand on commence en tant qu'assistante, j'ai souvent eu le droit on m'a beaucoup demandé si j'étais la fille de Baudouin ou si j'étais sa maîtresse, entre guillemets. C'est quelque chose que j'ai même eu encore récemment des blagues là-dessus. Je suis ravie qu'il y ait des gens de plus de 50 ans que ça fasse encore rire. Je trouve ça vraiment très triste. Je peux pas. Pour beaucoup de personnes, je pouvais pas être là juste parce que j'avais travaillé et que je méritais mon poste. Donc ça, c'est un petit peu fatigant. Les difficultés, alors aujourd'hui, je pense qu'il y a un petit peu plus de formation avec l'EAC, où il y a vraiment des filières marché de l'art qui sont en train de se mettre en place. Mais je pense que c'est quelque chose d'assez récent qui doit avoir une dizaine d'années maximum. À mon époque, il y avait une filière qui était en train de se créer avec des ponts entre les Beaux-Arts et Sciences Po, ce qui m'aurait vraiment beaucoup plu. Je pense que Sciences Po et les Beaux-Arts auraient été une formation parfaite, mais qui n'existait pas au moment de mes études. Et c'est-à-dire, ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'entre-deux. C'est-à-dire que soit on fait une école de commerce, ou soit on fait les Beaux-Arts et on est artiste. Des formations vraiment à notre métier, il n'y en a pas. Donc on est formé sur le terrain, et ça va vraiment dépendre des gens qu'on rencontre. Quels sont les différents projets que tu mènes en tant que directrice de galerie ? Quels sont un peu Parce que du coup, je pense que pour les personnes qui
qui vont rarement dans les galeries, on peut avoir un peu un fantasme de la galerie avec l'espace blanc, avec des œuvres sur les murs. Et des gens derrière leur ordinateur en train de faire je ne sais quoi. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel est le métier de galeriste qui est tentaculaire en fait? Oui, c'est un petit peu le mouton à 5 pattes, c'est-à-dire qu'on se retrouve régulièrement à accrocher nos œuvres, à concevoir des scénographies. Déjà, à travers l'année, on doit avoir une dizaine d'expositions dans la galerie. Donc il faut les choisir les œuvres, créer les dossiers de presse, savoir sur quoi on va communiquer, obtenir toutes les informations des artistes en temps et en heure. Après il va y avoir les foires à préparer. C'est vrai que nous on est une galerie art contemporain photo, donc on prépare pas du coup, on a vraiment 2 plannings. On va avoir le planning pour les foires photos et le planning pour le reste, pour les sculpteurs, etc. Donc on essaye de suivre un rythme, donc pareil, il faut... Vous faites combien de foires par an? Alors avant le Covid, on en faisait une dizaine, les grosses années. C'est vrai que là, c'est quelque chose que j'ai décidé de réduire, dans tous les cas, parce que je me suis dit qu'il valait peut-être mieux en faire moins, mais de manière plus précise, en travaillant plus au préalable. Mais c'est vrai qu'il faut savoir dans quel pays on va, se renseigner, et essayer d'être le plus précis possible. Il y a ça, plus le quotidien de la galerie, qui soit... financier, gestion d'équipe, des humeurs et des artistes aussi, parce que on a quand même une trentaine, presque 40 artistes, donc il faut s'en occuper. C'est comme des enfants, en fait, on veut pas les laisser pendant trop longtemps dans leur coin, et puis on n'a pas envie de les laisser dans leur coin, on a envie de les soutenir au quotidien, et donc ça, c'est vrai que ça prend beaucoup d'énergie. Et après, répondre aussi à toutes les demandes qui sont à la galerie, de tous ces gens qui pensent qu'on fait pas grand-chose derrière notre ordinateur. Je pense que ça, c'est vraiment primordial d'être bien accueilli dans les galeries pour aussi essayer de faire un petit peu changer les mentalités. Et je me souviens, quand j'étais étudiante, j'allais dans la galerie de Baudouin, justement. Elle était très impressionnante, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie. Il y avait tous ces tiroirs en bois et on passait un petit truc d'accueil où on osait à peine rentrer en se disant est-ce que c'est payant pour aller voir les expositions. Je faisais partie de ces gens très impressionnés et du coup c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de casser. Je répète toujours aux visiteurs que s'ils veulent parler à voix haute, ils le peuvent. Alors après effectivement c'est plus dur pour nous. Dans un monde idéal, je travaillerais dans un bureau fermé, toute seule, où j'aurais le loisir de me concentrer quand bon me semble. Mais je pense que c'est important de faire changer les mentalités. Et pour moi, je pense que j'ai ce côté très naïf où la galerie, c'est vraiment un lieu d'échange entre le galeriste, l'artiste et le visiteur. Qu'il soit acheteur ou non, je pense qu'en plus, on peut jamais savoir qui va acheter à la galerie. Et donc, c'est ça qui est important. C'est cet échange et que les galeries redeviennent ce lieu d'échange. Et vous êtes combien à la galerie? On est 6. 6 pour... il y a une période où vous étiez 6 avec les 10 foires? Oui, on était moins aussi. Parfois 6 en comptant nos fabuleux stagiaires. On en a un seul, mais qui varie un petit peu toute l'année pour aider. Mais c'est vrai qu'entre la régie, la communication, l'administratif... Un sujet qui m'intéresse, qui est un peu compliqué, mais je pense qu'il est très d'actualité aussi, c'est l'aspect sustainable, durable du milieu de l'art. Est-ce que tu peux nous parler de toi, de ton point de vue, quels sont les enjeux et puis les contradictions aussi Alors il y a le Switch Project qui est sorti un mois qui s'appelle Décarbonons la culture, qui est assez intéressant. Je pense qu'on prend un petit peu un coup en tant que galerie quand on lit ça. Après, moi, il y a des choses, je pense, qui vont de soi et que j'ai toujours fait, en tout cas dans les 10 dernières années. Parce que avant, je m'occupais également de la régie. Quand je suis arrivée, je m'occupais de la régie un petit peu de la galerie. Le fait que de garder, par exemple, de garder nos caisses, tout simplement, de pas faire
surproduire sans aucune raison. Après, le problème au quotidien, c'est forcément un problème financier. Mais ça, je pense que c'est le problème de tout le monde aujourd'hui, que ça soit dans la culture ou non. Comme on disait tout à l'heure, parfois, sur une destination qui est juste à côté, on regarde en avion, ça coûte 100 €, on regarde en train, on en a pour 300 € aller-retour. Donc, dans un monde idéal, j'ai envie de dire, c'est mieux de payer les 300 € aller-retour et de faire l'aller-retour en train. Mais ça, c'est un monde idéal parce que forcément, on a des problématiques de temps. Et dans ce rapport, en tout cas, j'ai beaucoup culpabilisé ce qu'il disait que les galeries étaient vraiment le pire exemple. Et il disait que c'était en France que les collectionneurs français se déplaçaient le plus. D'un point de vue mondial, en tout cas, pour aller voir les expositions. Donc, j'ai trouvé ça assez étonnant que ça soit la France en premier là-dessus. Après, les contradictions, c'est que même si on fait des efforts, entre guillemets, les gens prennent l'avion. La plus grosse catastrophe, entre guillemets, c'est les déplacements en avion, et je pense que personne n'est prêt à payer plus cher en perdant plus de temps et en prenant le train. Et je pense qu'en plus, on est dans un milieu où c'est pas du tout la priorité des gens. Je sais que moi, j'essaye de faire des petits efforts au quotidien, du type la réutilisation des caisses, qui est pas forcément évidente. Je sais depuis quelques années maintenant qu'on a les régisseurs, ils les gardent pas du tout tous, ils ont tendance même à les casser et à s'en servir pour d'autres choses. Alors que je sais que moi j'ai déjà décidé pour une fois de changer légèrement mon accrochage pour réutiliser une caisse, parce qu'il y avait une œuvre qui convenait pas. Bon, c'était pas la pièce maîtresse de mon stand, sinon je pense que j'aurais adapté d'une autre manière. Mais je pense que c'est important d'essayer de trouver en tout cas des solutions quand on déplace les œuvres, ou même nous. Mais après, c'est vrai que je défends quand même le fait de se déplacer, de voir les choses en vrai. Et ça, avec le Covid, on s'en est rendu compte. Surtout pour la photographie, il y a beaucoup de choses où on a besoin de voir et que à travers un ordinateur, c'est pas possible. Je sais très régulièrement quand des photographes me montrent un portfolio sur un ordinateur ou un iPad, j'ai l'impression qu'ils ont fait la moitié du boulot en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu toute la prise de vue ou la post-production. Mais quand on regarde des portfolios comme ça, il manque le format, le choix du papier, l'encadrement, la mise en scène, et du coup, pour moi, ils ont fait vraiment la moitié du travail. Donc c'est vrai que c'est compliqué de pouvoir défendre les deux. C'est-à-dire de défendre le fait que ça soit important de voir les œuvres, vraiment, et d'éviter les transports inutiles. Et est-ce que tu vois des initiatives qui vont dans ce sens, des galeristes qui se rassemblent pour pas du tout mutualiser? Alors je sais qu'on essaye, moi je sais que j'essaye de le faire régulièrement quand on participe par exemple à Photo Basel, j'essaye de créer un groupage, mais c'est compliqué. Alors il y a plusieurs galeries qui le font avec moi, et en plus économiquement en général c'est quand même à notre avantage, mais c'est vraiment compliqué parce que tout le monde aussi, on travaille tous un petit peu à la dernière minute. Si on avait l'opportunité de faire les choses en avance, je pense qu'on serait tous ravis. Mais c'est vrai que pour une foire, par exemple, on peut pas prévoir forcément notre transport 6 mois à l'avance parce que certaines photos vont être vendues, va falloir les reproduire, etc. Et on peut pas se dire non, ça on le vend pas, on le met de côté pour pouvoir faire les choses en avance. Ouais, c'est sûr de prévoir certaines choses. Puis en plus, il y a une quantité assez forte d'événements. L'anticipation semble très compliquée. 2 ans. Oui, c'est ça, avec les choses qui s'annulent et il y a une autre question que j'ai sur la relation que tu peux avoir avec les réseaux sociaux. Je trouve que ça, de plus en plus avec effectivement cette période de pandémie qu'on a eue, on a tous été chez nous, à être beaucoup sur les écrans, sur les réseaux. Enfin, il y a eu quand même, ça a sûrement exacerbé certaines pratiques qu'on avait, de faire des zooms d'atelier. Enfin voilà, il y a eu des. Alors moi, je pense pratiques. qu'au contraire. Mais voilà, ça m'intéresse d'avoir ton avis sur. Alors moi, j'ai eu un grand rejet en fait des réseaux sociaux, et je pense que j'étais beaucoup plus sur Facebook, Instagram avant qu'aujourd'hui. Ça a vraiment justement enclenché une assez grande coupure.
et justement à rechercher plus des contenus plus précis. C'était vraiment la découverte des podcasts, par exemple, où je me rends compte qu'au lieu de perdre une demi-heure dans le métro à errer sur Instagram, je préfère télécharger un podcast au préalable que je vais écouter sur mon trajet, et où en plus intellectuellement je vais écouter qu'une seule chose. Et je trouve que il y a cette overdose d'informations, d'images. En plus, il y a beaucoup de choses qui m'énervent sur ces réseaux sociaux. C'est toutes ces fausses informations qui viennent de blogs obscurs. Je trouve que ça, c'est vraiment toutes les dérives d'Internet qui ont vraiment ressorti pendant le Covid, où on était enfermés chez nous. C'est pas parce que c'est sur Internet. Enfin, je vois beaucoup d'aberrations et de gens qui repartagent sans avoir lu la moitié de l'article ou en comprendre le sens. Et je trouve ça vraiment très triste. Donc moi, j'ai eu un espèce de rejet total. Heureusement, il y a Cécilia à la galerie qui gère super bien tout ça, et heureusement, parce que j'aurais jamais la patience. Et je trouve qu'il y a un peu une espèce de culture du vide. En tout cas sur Facebook, c'est vraiment le réseau sur lequel je vais plus du tout et qui me fatigue de plus en plus. C'est-à-dire que je trouve que LinkedIn, au moins, a l'intérêt d'être un peu plus professionnel. Et à la limite, Instagram pour les images. Mais alors ça fonctionne quand vous faites quand même vraiment attention sur l'algorithme et que vous cliquez pas sur n'importe quoi. Voilà, c'est vrai que je me suis rendu compte que maintenant ce qu'on me proposait était de plus en, enfin là on va pas aller jusqu'au mot pointu en tout cas, mais adapté à mes recherches. Donc ça aussi c'est quelque chose que je trouve assez effrayant. Donc mais c'est comme quand vous discuter avec quelqu'un et que 2 heures plus tard vous allez sur Instagram et que vous avez une pub qui correspond à la discussion que vous avez eue 2 heures au préalable. Moi je trouve ça vraiment effrayant. J'ai une maman qui n'avait pas internet, pas de téléphone portable, et qui, je me souviens, ça devait être en 2005, a eu une espèce de révélation. Elle était loin d'être bête, mais elle me dit, non mais en fait Judith, entre ton téléphone portable, ta carte bleue, j'ai jamais de cash sur moi, je paye tout en carte, on peut tout savoir de toi. Et c'est vrai que je trouve, ça m'a beaucoup fait rire à l'époque en disant, mais maman, merci, tu découvres dans le monde dans lequel on vit. Et je pense qu'il y avait juste ce regard très naïf parce que elle avait pas ça. Et je me souviens en plus des difficultés parfois qu'elle avait, parce que si on veut payer avec une carte bleue sur Internet, il faut avoir un téléphone portable, ce qui est pas toujours le cas. Ou même la banque qui comprenait pas en disant mais comment ça, vous n'avez pas de téléphone portable et vous n'avez pas d'adresse email, mais comment fait-on? Et c'était que alors peut-être pas 2005, mais 2010 en tout cas. Et je trouve ça très dur parce que alors c'est censé nous simplifier la vie, mais je pense qu'on en est vraiment loin. Et c'est comme tous les principes de domotique dans les maisons où tout est électronique et tout. Je trouve ça extrêmement angoissant. Je pense que au contraire, par rapport à tout ça, moi le confinement m'a fait repartir en arrière et à rappeler qu'on peut faire plein de choses avec ses mains et que ça se passe très bien. Mais c'est vrai que c'est aussi compliqué parce qu'on est aussi via la galerie, moi le podcast, on est obligé d'être sur les plateformes parce que c'est aussi un moyen de communication. Et donc du coup, effectivement, c'est compliqué, je trouve. Oui, mais c'est de la communication hors média. Pas complètement, mais je trouve que c'est vraiment issu de cette communication hors média qui s'est développée dans les années 80 et qui est du coup beaucoup plus insidieuse. Quand on est devant sa télé et qu'il y a la coupure pub, vous le savez, votre cerveau enregistre, donc on va même pas regarder les choses. C'est McLuhan qui disait ça, que le message était dans le format. Et pareil, quand vous regardez un magazine, donc il y a des choses auxquelles on s'est quand même habitué, mais là je trouve qu'on rentre dans des choses qui sont plus insidieuses et je pense dont on mesure pas l'impact dans notre quotidien. Alors c'est vrai que le fait d'avoir une petite fille à 3 ans change énormément mon point de vue là-dessus. Donc j'essaye vraiment le soir, je rentre chez moi, de bannir les écrans le plus possible. Après, je suis quand même née dans les années 80 avec une télé et des dessins animés et je m'en suis sortie. Mais je pense que en tout cas, ça doit être contrôlé. Et c'est vrai que même pour les enfants, quand vous les emmenez dans des musées, etc., il y a des moments où c'est de la pub en fait. Et je trouve ça assez effrayant.
Est-ce qu'il y a des évolutions que tu as vues? Désolée, hein, c'est un mot qui revient beaucoup. Tout à l'heure, on a parlé des évolutions que tu avais pu voir sur les dernières années dans le milieu de la galerie. Petite question sur les prochaines années. Donc, en se disant voilà que cette période qu'on vit, cette parenthèse, va s'atténuer, en tout cas peut-être se calmer, on va reprendre peut-être un rythme un peu plus normal, disons, qui sera différent de celui d'avant, mais voilà. Est-ce qu'il y a des choses que tu pressens, voilà, mais là, question très ouverte sur la pratique photographique, les galeries, les collectionneurs, voilà, tu peux prendre ce que tu veux. Alors après ça, j'aimerais bien avoir une boule pour lire l'avenir. Ça m'aiderait pas mal. Après, je pense que il y a tout un système, en tout cas, des gros foires mastodontes qui va pas forcément tenir. Et en tout cas, je l'espère. Et après, je pense que des actions ciblées, c'est quelque chose qui, dans le temps, marchera mieux. On participe à l'EHPAD à New York depuis plusieurs années. Et je suis contente finalement que Paris Photo se soit retiré parce que l'EHPAD avait une autre vocation. C'était pas une foire photo contemporaine où il y avait forcément des jeunes artistes. Il y avait un côté, il y a quelques années, on fouillait dans des bacs, on trouvait des petites merveilles. Il y a un côté très vintage, mais qui correspond, je pense, beaucoup plus au marché de la photo américaine. Et moi, c'est un peu ce que j'espère, en tout cas. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait ces grands mouvements de collectionneurs, qu'il y ait des choses plus ciblées et plus locales finalement et plus adaptées. Parce que en plus quand on se comme nous avant le Covid, on se déplace et qu'on fait beaucoup de foires, il y a quelque chose de très redondant entre guillemets. On est très habitué à voir les mêmes pièces, etc. C'est cette année sur Paris Photo, j'ai encore vu une pièce en me disant je me suis entendu dire dans ma tête c'était à Bâle en 2019, toujours pas vendu. Et quand je me suis entendue dire ça, j'étais mais c'est fou parce qu'en plus il s'agissait d'une galerie américaine, donc je me suis dit mais sur un artiste japonais. Et c'est vrai que du coup j'ai pensé à tous ces transports, etc. Et je me suis dit que peut-être avec du temps, s'il y avait des actions plus ciblées qui correspondaient plus à des marchés locaux. Je pense que Paris Photo est très bien à Paris. Et je pense qu'effectivement, il y a eu plusieurs tentatives aux États-Unis qui ont moins bien marché, même si les galeries américaines sont très présentes à Paris. Par exemple, elles présentent pas du tout la même chose à Paris Photo et à l'EHPAD, ce que je trouve très agréable. Et il y a quelque chose de très ciblé sur les marchés, et donc c'est plus intéressant. Et au lieu de faire en sorte que ce soit tous les collectionneurs qui se déplacent, si c'est nous qui adaptons un petit peu plus à la demande nos choix, ça peut convenir. J'ai l'impression de parler de manière très marketing. Non, mais je pense que les marchés, voilà, en tout cas, on a envie de choses différentes. J'adore la photographie de l'Est et c'est pas du tout, on retrouve pas du tout, en tout cas, les mêmes choix artistiques que aux États-Unis. Même si souvent, ce que je défends aussi, c'est je pense que les artistes travaillent souvent sur des mêmes sujets en même temps, et ça, c'est pas complètement le fruit du hasard, mais en tout cas, il y a des demandes locales et des effets de mode en tout cas, et qu'il faut peut-être un peu plus respecter. Et au lieu de faire des choses énormes, de faire des choses peut-être plus pointues et plus précises. Et est-ce qu'il y a quelque chose, avant qu'on passe sur la dernière question sur les conseils, si tu as des conseils pour les photographes, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a abordé rapidement ou quelque chose qu'on n'a pas abordé que tu souhaiterais qu'on aborde, mais Non, on a abordé le fait les difficultés des galeries au quotidien, de faire 15 choses en même temps, tout en ayant le sourire et en recevant nos clients, en ne paraissant pas fatigués, même après 12 heures d'avion. Ça, c'est vrai que pour la petite anecdote, je me souviendrai toujours, on avait une galerie en Corée, et donc j'y allais tous les 2 mois pendant une semaine. Et j'avais un très très bon client avec qui je m'entendais très bien. Chaque fois que j'arrivais le matin et on dînait ensemble le soir. Et il me disait toujours, mais t'as l'air fatigué. Je disais, mais je viens de passer 12 heures dans un avion. Et je me dis, c'est fou, qu'est-ce qu'il comprend pas? Mais non, qu'est-ce qu'on n'a pas...
Je pense que ce que j'ai pas dit, c'est je pense qu'on est dans des métiers passionnants, et où on est passionné. Et c'est grâce à ça qu'on puise notre énergie. Et c'est vrai que voilà, parfois il y a des injustices qui sont dures à avaler. Quel type d'injustice il y a une chose qui m'a beaucoup choquée avec le Covid, c'est cette commission pour le CNAP qui était faite pour aider des jeunes artistes de la scène française, représentés par des galeries. Il y a des définitions au mot de galerie. Quand on écoute le CNAP, pour être une galerie, il faut avoir 6-7 expos par an, défendre des artistes, avoir un lieu au quotidien. Ils acceptent pas les galeries itinérantes, tout comme le comité des galeries d'art. Ce que je trouve je trouve ça bien qu'il y ait des règles. Et dans cet appel d'offres à plusieurs millions quand même, il y avait une liste de choses à respecter. Donc il fallait être un jeune artiste de la scène française, avoir une galerie, présenter 2 œuvres. Les 2 œuvres devaient être à un prix maximum de 25 000 euros. Et quand on voit la liste qui est sortie des œuvres qui ont été achetées, j'ai été vraiment profondément choquée. Et j'ai pas su trop quoi penser de notre métier, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, après tout, comme dans tous les domaines, il y a des passe-droits, il y a quelque chose d'injuste. Après, je fais partie de ces gens qui pensent que quand on travaille, on finit par obtenir ce qu'on veut, et voilà, il y a c'est l'expression, c'est la force du poignet, et voilà, en bossant, on finit toujours par y arriver si on veut vraiment quelque chose. La vie me l'a toujours plutôt prouvé. Chaque fois que j'ai voulu quelque chose, j'ai travaillé, j'ai en général réussi à l'obtenir. Mais il y a des gens qui doivent plus transpirer que d'autres, malheureusement. Et c'est vrai que des œuvres qui étaient au-dessus de 25 000 euros. Alors, je pense qu'il y a vraiment des choses amplement, quand on voit les prix en galerie, je veux bien que tout le monde ait fait des efforts sur les tarifs, voilà. Ou après, il y a des artistes qui étaient décédés. Des artistes, pardon, mais pas issus de la scène française, décédés 2 ans avant le Covid. Je me suis dit, mais c'est vraiment... Et personne n'a rien dit. À l'époque, j'ai fait un tableau Excel et j'avais mis en rouge tous ceux qui ne respectaient pas les règles. Je les ai envoyés à toutes les rédactions. Je n'ai eu aucune réponse. Et vraiment, je trouve ça vraiment dommage, parce que pourquoi pas, on établit... Alors dans ce cas, on met pas tous ces critères. Mais à partir du moment où on fait des appels d'offres assez conséquents avec des critères, je ne comprends pas pourquoi on ne les respecte pas. Et ça, c'est vraiment un espèce de coup de gueule sur lequel je voulais peut-être profiter de ce podcast, en tout cas pour en parler. C'était quelque chose que j'ai trouvé très injuste. Alors après, bien sûr, certains remplissaient complètement ces règles, et tant mieux, et ça a vraiment aidé plusieurs artistes, et donc ça, je trouve ça vraiment bien. Mais voilà, en tout cas, j'ai été assez choquée. Je pense qu'il y a à peu près 40% qui ne respectaient pas ces règles, et je trouve que c'est énorme et que personne n'en a parlé, aucun média, et je trouve ça dommage. Est-ce que tu aurais des conseils pour des photographes qui souhaitent peut-être travailler avec une galerie, faire une exposition, faire un livre, voilà, est-ce qu'il y aurait des... Alors déjà, je pense que pour les photographes et les artistes en général, je pense que la première chose, c'est de cibler un petit peu la galerie avec laquelle on a envie de travailler. Et je pense qu'il faut pas forcément dire « Ah, tiens, il y a tel artiste qui ressemble beaucoup à ce que je fais, donc puisque ça se ressemble, autant leur proposer. » Je pense que pour les artistes, déjà, il y a un énorme travail, c'est de rechercher les galeries, regarder les artistes, regarder les programmations et trouver quelque chose qui leur corresponde. Ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est peut-être de faire un truc de base, mais des mails personnalisés. J'ai des artistes, des photographes d'ailleurs, que je représente pas forcément. Je pense à Sacha Goldberger qui m'a envoyé un mail il y a quelques années, voilà, pour peut-être collaborer avec moi, en tout cas qu'on se rencontre, et qui m'a envoyé un mail mais tellement drôle, qui m'était vraiment destiné, voilà, qui m'a fait rire, et du coup auquel j'ai répondu, et il s'avère qu'on est amis depuis ce temps-là, même si je l'ai déjà présenté, mais je le représente pas en tout cas au quotidien. Et ça, je trouve ça vraiment très important. C'est difficile pour les photographes, mais voilà, de faire quelque chose de ciblé et de personnalisé. Et après, ce que je disais tout à l'heure, c'est peut-être de pas arriver avec son portfolio
sur écran ou quoi que ce soit, mais en tout cas de proposer des versions papier ou en tout cas d'être sûr, en tout cas d'indiquer les formats, les papiers, l'encadrement et d'avoir déjà un petit peu une mise en scène, alors peut-être pas la scéno non plus, mais d'avoir une idée de comment vont être présentées les photos, c'est vraiment important. Je pense que ça fait partie du discours. Voilà. Après, il faut avoir des textes aussi sur son travail. Ça, je pense, la partie la plus dure, parce que c'est pas forcément aux photographes d'écrire eux-mêmes leurs textes. Donc, tu conseilles qu'ils prennent contact avec, ou ce soit des amis à eux ou des amis, mais des gens en tout cas qui essayent d'avoir un petit texte de présentation de son travail, c'est important. Et puis surtout d'avoir un portfolio plutôt organisé. Très souvent, je me rends compte qu'ils ont. Alors, c'est pas qu'ils ont pas fait l'effort, mais ils se rendent pas toujours compte. Mais en tout cas, d'avoir une série, un texte, et de boucler, et de fermer ça. Voilà, et de pouvoir passer à autre chose. Parce que la plupart travaillent par série. Et parfois, quand ils nous apportent leur portfolio, tout est un petit peu mélangé et tout. Et ça, je trouve c'est un peu dommage. Je trouve que c'est vraiment important. Et je pense que même pour eux, intellectuellement, d'avoir cet exercice, de se dire, voilà, là, je vais me concentrer là-dessus pendant ce temps précis. Et après, de savoir clôturer ce moment-là pour pouvoir aborder et passer à un autre sujet. Super. Et merci beaucoup. Merci Marine. Pour ce moment, pour tous ces conseils. Et puis, et la galerie est ouverte du mardi au samedi. De 11h à 19h. Parfait. Au Paris. 21 rue Chapon. À Paris. Oui. Merci. Au revoir. Merci. Merci d'avoir écouté Les Voix de la photo. Pour faire connaître le podcast à plus de monde, je vous invite à laisser votre avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, LinkedIn et Facebook. Vous me trouverez sous le nom de Les Voix de la photo. Aussi, si vous souhaitez suivre mes futurs projets, je vous invite à m'indiquer votre email en cliquant sur le lien que vous trouverez dans la description de cet épisode. Pour finir, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux pour me faire part de vos remarques et m'indiquer les personnes que vous aimeriez entendre. À très vite!